Bonjour à tous, nous revenons aujourd'hui avec un cours pour vous accompagner dans votre apprentissage de la philosophie, dans lequel nous allons définir les adjectifs formels et matériels. Nos explications vont nous amener à couvrir plusieurs notions au programme de terminale, comme la liberté, le droit, la justice, la vérité et la démonstration. Les définitions données pendant ce cours peuvent donc vous aider non seulement pour comprendre les textes de philo, mais aussi pour écrire des dissertes, puisqu'il y a régulièrement des sujets au bac pour lesquels ce couple de repères est utile pour approfondir et nuancer son argumentation. Dernière précision avant d'entrer dans le vif du sujet, cette vidéo fait partie d'une série, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour être au courant de tous nos cours de philo à paraître. Votre soutien nous aide vraiment à développer notre association et ses activités. Place à la philo maintenant et on débute tout de suite avec l'adjectif formel. Ce terme a un premier sens qui renvoie à ce qui est exprimé avec clarté, précision et de façon déterminée. C'est dans ce sens que l'adjectif est mobilisé lorsque pour un examen, il nous est précisé qu'il est formellement interdit de discuter avec son voisin. Cela vous dit certainement quelque chose. Mais les philosophes utilisent souvent cet adjectif dans un autre sens pour désigner quelque chose qui se rapporte ou qui concerne la forme. Voire même, on utilise formel pour signifier qu'une chose est abstraite et détachée du réel. Comme lorsque quelqu'un dit « Arrêtez avec vos considérations formelles, ce que l'on veut, c'est du concret ». Au contraire, on emploie l'adjectif matériel pour qualifier quelque chose qui est constitué de matière. Ce sens renvoie directement à l'étymologie latine du mot « materialis » qui se traduit par « qui est formé de matière ». Mais ce n'est pas tout. Le terme est aussi employé pour parler soit de quelque chose qui concerne la matière, soit de quelque chose qui est relatif au contenu d'une chose. Dans ce cas-là, matériel doit être considéré comme l'antonyme de formel. Alors, en quoi cette distinction entre matériel et formel est-elle utile pour enrichir sa réflexion sur les notions au programme du bac? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord nous intéresser aux notions de vérité et de démonstration, dans lesquelles la notion de logique intervient de façon cruciale. Afin que nos explications soient claires, nous vous proposons de nous appuyer sur l'exemple de raisonnement suivant. Sushi est un poisson rouge, or tous les poissons rouges savent nager, donc sushi sait nager. Nous retrouvons dans ce raisonnement deux prémisses, dont découle une conclusion. En logique classique, il est considéré que tout raisonnement, mais aussi tout énoncé et toute pensée, est composé d'un aspect matériel et d'un aspect formel. L'aspect formel renvoie à la structure de l'énoncé ou du raisonnement, au schéma général dans lequel les éléments qui le composent peuvent être remplacés. Par exemple, la forme de notre première prémisse, « Sushi est un poisson rouge », peut s'écrire sous la forme A et B. Dans cet énoncé, on pourrait remplacer A ou B par n'importe quel autre élément, tout en conservant la forme de l'énoncé intacte. On obtiendrait alors par exemple Félix est un chat ou encore Beethoven est un chien. Quant à l'aspect matériel, c'est en fait le contenu de l'énoncé, les termes particuliers de l'énoncé. Formulé d'une autre façon, c'est ce par quoi, dans un énoncé ayant une forme donnée, on remplace A, B, C, etc. Pour en revenir à notre exemple, sushi, poisson rouge, savoir nager constitue l'aspect matériel de notre énoncé. Pourquoi est-ce que nous vous expliquons tout cela? Parce que c'est sur ces deux aspects que l'on s'appuie pour déterminer si, dans le cadre d'une démonstration, un raisonnement est valide ou non. On va dire qu'un énoncé ou qu'un raisonnement est valide, vrai, à condition qu'il soit vrai d'un point de vue formel, c'est-à-dire que les énoncés soient bien construits d'un point de vue logique, et en même temps qu'il soit vrai du point de vue matériel, c'est-à-dire que ce qui est énoncé à propos des choses correspond bien à la réalité. Revenons à notre exemple. On peut dire qu'il s'agit bien d'un énoncé valide, puisqu'on a bien des énoncés qui sont et qui s'enchaînent logiquement, ainsi que des énoncés qui correspondent à la réalité, si l'on admet que ce poisson s'appelle sushi. Un domaine supplémentaire dans lequel la distinction entre formel et matériel est essentielle, c'est celui de la philosophie politique, puisque ces termes sont très utiles pour penser le droit et la justice en lien avec la liberté. En effet, pour déterminer ce qu'est la justice, on mobilise souvent le concept d'égalité. Le philosophe grec Aristote est même allé jusqu'à définir ce qui est juste comme quelque chose d'égal. Cette corrélation entre égalité et justice, nous pouvons la sentir au quotidien
Par exemple, quand, parmi des frères et sœurs recevant des parts de gâteaux de tailles inégales, l'un d'entre eux, généralement celui qui se sent lésé, s'exclame « C'est pas juste !» Or, dans le champ de la philosophie politique, il est possible de distinguer deux types d'égalité. Tout d'abord, l'égalité formelle, abstraite, qui renvoie à l'égalité juridique, c'est-à-dire au fait que les mêmes lois s'appliquent à tous de la même façon. C'est cette égalité formelle que déclare le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui stipule que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Si, comme le suggère Montesquieu, la liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent, alors cela signifie que tous les hommes ayant les mêmes droits et étant égaux devant la loi, ils sont aussi sur un même pied d'égalité concernant leur niveau de liberté. Cette hypothèse ne va néanmoins pas sans poser problème. Nous pouvons nous demander notamment si l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme ne masque pas en réalité l'inégalité qui règne dans les faits entre les hommes en termes de pouvoir et de liberté. Pour prendre un exemple concret, tous les Français jouissent du même droit d'aller à l'université pour y faire des études. Pourtant, dans les faits, tous les Français n'en ont pas la possibilité et réaliser des études universitaires peut encore être considéré comme un privilège, quoique ce privilège soit en théorie accessible à tous. Nous pouvons ainsi nous demander si la liberté et l'égalité en termes de droits ne sont pas insuffisantes si elles ne s'accompagnent pas de l'égalité matérielle. L'égalité matérielle, c'est l'égalité des chances. Autrement dit, c'est non seulement le fait d'avoir tous les mêmes droits, mais aussi le fait d'avoir tous la même possibilité de faire valoir ses droits, le même pouvoir d'exercer nos droits. Et nous aimerions vous quitter sur une citation de l'écrivain et philosophe suisse du XIXe siècle Henri-Frédéric Amiel. « Partout où l'égalité peut être appliquée, elle doit l'être. Admettre l'égalité en principe et la repousser en fait, c'est constituer l'agitation, c'est la perpétuer. » Merci à tous et à très bientôt!